les Iraniens, lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient 50% de touchés, nos médias les ont traités de menteurs. En réalité, les Iraniens n'ont pas menti. C'est bien 50%, mais des missiles qui étaient prévus pour aller toucher les objectifs. Le reste étant prévu d'être détruit. C'est un succès iranien parce qu'ils ont touché les objectifs qu'ils voulaient atteindre et par ailleurs, ils ont montré la faiblesse structurelle des Israéliens. Parce que les Israéliens ont finalement dans cette affaire ont épuisé une grande partie de leur défense antiaérienne et même à telle enseigne qu'il a fallu que les Américains les aident. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse. Vous êtes ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez écrit en 2020 « Gouverné par les fake news » aux éditions Macmillan et vous venez de publier « Opération déluge Al-Aqsa » concernant le conflit israélo-palestinien, toujours aux éditions Macmillan. Dans ces deux livres, entre autres, vous analysez les relations entre Israël et l'Iran depuis 60 ans, avec un regain de tension entre les deux pays depuis le 7 octobre. Il y a deux événements significatifs ces derniers jours. Le 1er avril, Israël a tué 16 personnes, dont plusieurs dignitaires iraniens, en tirant sur l'ambassade d'Iran à Damas en Syrie. Et l'Iran a répliqué le 13 et 14 avril en lançant des centaines de drones et missiles sur Israël. L'opération Promesse sincère. Quelle est votre analyse de ces deux opérations ? Alors, évidemment, c'est cette opération, l'opération Promesse sincère de l'Iran et les événements qui sont autour, s'intègrent dans deux dynamiques, si on peut dire. La première, c'est effectivement la dynamique des relations entre Israël et l'Iran depuis, en tout cas, une soixantaine d'années. Et puis, le deuxième, c'est l'opération palestinienne du 7 octobre, l'opération Déluge d'Al-Aqsa. On sait que l'Iran a pris position en faveur de la Palestine et on sait également que Israël considère que l'Iran est un des acteurs, pour ne pas dire un des parrains de l'opération palestinienne. En fait, c'est une allégation qui a été assez rapidement démontée par les services secrets américains qui ont précisé qu'ils n'avaient absolument aucune indication que l'Iran ait été impliqué dans la décision et dans le déroulement de l'opération que l'on dit du Hamas, mais qui en fait est une opération de plusieurs organisations palestiniennes, le 7 octobre 2023. La dynamique générale d'Israël dans son contexte, c'est que pour différentes raisons, depuis 1948, Israël a toujours considéré ses voisins comme étant des adversaires potentiels. Dans cette perspective, a toujours considéré que, compte tenu du fait que ces puissances étaient numériquement plus importantes qu'Israël, il fallait se montrer plus méchant d'une certaine manière. Et on a une politique de sécurité qui a été mise en place par Israël, qui est finalement extrêmement agressive, qui s'est traduite par plusieurs guerres, d'ailleurs. La guerre de 1948 en est une, mais après, il y a eu les guerres de 1956, de 1967, 1973, 2006, qui a concerné surtout le Liban. Et donc, on a une suite d'opérations menées par Israël contre ses voisins qui étaient de nature très agressive et qui étaient un peu de nature à se faire craindre de ses voisins. Depuis le début de l'opération palestinienne en octobre l'année passée, sa vulnérabilité a été mise en évidence. Et d'ailleurs, certains dirigeants ont dit, de manière assez indicative d'ailleurs, très rapidement, ils ont dit maintenant, le problème c'est qu'Israël ne sera plus craint. Et c'est notre plus grand danger. Par conséquent, Israël a essayé de montrer les dents. Elle a montré les dents certainement dans la bande de Gaza avec la riposte assez brutale, son opération épée de fer qui a été assez brutale contre la population palestinienne. Mais elle a également voulu montrer les dents contre l'Iran. Alors,
La particularité de la relation entre l'Iran et Israël est qu'elle se double, et probablement d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Israël a, on pourrait dire, choisi l'Iran comme adversaire. Pourquoi? Parce que l'Iran est traditionnellement, et je veux dire avant l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir en 1979, l'Iran a toujours été un fidèle allié d'Israël. Et même après d'ailleurs, puisque Israël, après la révolution islamique, a continué même à fournir des armes à l'Iran. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais Israël a continué à fournir des armes dans le cadre d'ailleurs d'accords américains, le Iron Gate qui a été ces questions de trafic d'armes qui ont été mises à jour dans les années 80 sous l'égide des Américains, a fait que effectivement les Israéliens ont en fait entretenu de bonnes relations avec l'Iran. Les relations se sont gâtées. Au début des années 2000, à partir du moment où les Américains ont commencé, profitant d'ailleurs de la décomposition du pacte de Varsovie, qui était le parrain, entre guillemets, de la plupart des pays arabes de la région, les États-Unis ont repris la main et ont essayé d'avoir de bonnes relations avec à peu près tous les pays, y compris d'ailleurs la Syrie, on a tendance à l'oublier, mais il y a eu des tentatives des Américains de favoriser une normalisation avec la Syrie au début des années 2000. Et puis, naturellement, avec l'Arabie Saoudite, la Jordanie, c'est une vieille histoire, et puis l'Égypte. Donc, le problème pour Israël, qui a toujours considéré ses voisins comme étant des adversaires, est qu'il n'avait plus d'ennemis. C'est à ce moment-là où on voit apparaître l'Iran comme adversaire. Et ça s'est assez bien marié avec l'intervention américaine en Irak, qui a bien fait en sorte d'éviter l'Iran, à vrai dire. L'Iran était resté neutre durant la première guerre du Golfe, est resté neutre dans la deuxième guerre du Golfe, ou l'opération américaine en 2003. Et les Américains n'ont pas voulu déranger ce géant qui dort, parce que ils ne voulaient pas entrer dans un embrasement général du Moyen-Orient, suffisamment à s'occuper avec l'Irak. Mais évidemment que le problème s'est posé à ce moment-là pour l'Iran, d'abord dans un premier temps, de se dire, oui, si l'Irak est attaqué maintenant, qui seront les prochains? Puisqu'on sait que les relations entre l'Iran et les États-Unis sont des relations qui sont évidemment extrêmement tendues depuis 1979, même s'il y a eu des périodes d'accalmie ou d'acceptation relative, comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec l'Iran Gate. Les Iraniens ont pensé qu'un jour ou l'autre, ça serait leur tour. Et c'est la raison pour laquelle, brièvement après l'intervention américaine en Irak, les Iraniens se sont dit peut-être ce serait une bonne idée d'avoir la bombe atomique. Et ils ont étudié la faisabilité d'ailleurs d'avoir une bombe atomique, de la réaliser, ils ont des capacités académiques, d'ingénieurs, d'ingénierie, etc., qui seraient capables de le faire. Mais finalement, ils ont considéré que ça apportait plus de problèmes que de solutions. Et par conséquent, ils ont renoncé à cette idée. Mais l'idée est restée, si vous voulez, elle est restée d'ailleurs, comme on pourrait dire presque un argument de propagande pour les Américains et les Israéliens qui se cherchaient un adversaire. Et depuis cette date, il y a toujours une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de l'Iran, si je peux dire ça comme ça. Et les Américains, et on l'a encore vu très récemment, des politiciens américains n'hésitent pas à dire qu'il faudrait mener une attaque contre l'Iran comme on l'avait fait contre l'Irak en 2003. Et puis, les Israéliens, eux, qui sont plutôt à la recherche d'un adversaire et qui, par ailleurs, ont l'arme nucléaire et sont bien fermement dans l'idée d'avoir ce monopole dans la région, sont prêts à frapper l'Iran assez facilement, assez durement dans ce contexte. Ce qui fait que lorsque
en octobre, enfin au début de cette année, printemps de cette année 2024, lorsque Israël a commencé à être en difficulté dans la bande de Gaza, il lui a fallu trouver une sorte d'exutoire quelque part, et puis essayer de tenter d'impliquer les Américains dans la région. C'est une tentative qui n'est pas nouvelle, puisque depuis les années 50, les Israéliens, ont toujours pensé qu'ils ne pourraient pas seuls être victorieux à terme d'une guerre contre leurs voisins. Et par conséquent, il fallait avoir une implication beaucoup plus directe des États-Unis dans la région. Ça s'est traduit au début des années 50 par une campagne d'attentats terroristes menée en Égypte par les services secrets israéliens contre des objectifs américains et britanniques. Et ça a été cette affaire qui est connue maintenant sous le nom d'affaire Lavon, du nom du ministre de la Défense de l'époque, qui avait pour but vraiment de créer une instabilité poussant les Américains à s'impliquer davantage. En réalité, ça n'a pas été le cas. Les Américains, le scandale d'abord a éclaté. Les Américains se sont bien gardés de s'impliquer davantage dans une région qui est finalement très complexe. Et ça a conduit à l'expulsion d'ailleurs de plusieurs milliers de Juifs d'Égypte, qui étaient considérés comme une cinquième colonne et qui pouvaient déstabiliser la région. En 1983, et ça a été rapporté par l'ancien agent du Mossad, Victor Ostrovsky. En 1983, en octobre 1983, les Israéliens avaient eu vent de l'attentat contre la base des Marines à Beyrouth et se sont bien gardés d'avertir les Américains dans le but de laisser se faire l'attentat et là aussi de provoquer une intervention durable des Américains dans la région. Et là, ça n'a pas fonctionné non plus. Les Américains ont eu de très nombreuses victimes parmi les Marines à Beyrouth, mais ils ne sont pas impliqués pour autant. De nouveau, on était encore dans une situation presque encore plus compliquée au Liban et les Américains n'avaient aucune intention de s'y mêler. Et puis, finalement, en octobre de cette année, je pense, enfin, je ne suis pas le seul à vrai dire, la plupart des observateurs pensent qu'effectivement l'objectif des Israéliens, en frappant l'annexe de l'ambassade iranienne de Damas, était de provoquer des tensions avec l'Iran, tensions qui auraient provoqué une intervention américaine, d'une manière ou d'une autre. Et ça suivait d'ailleurs les menaces que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, de plusieurs politiciens américains qui rendaient les Iraniens responsables de l'opération Déluge d'Al-Aqsa et qui demandaient une intervention que l'administration Biden n'a pas vraiment envie de faire. Donc, le 1er avril, les Israéliens ont frappé l'ambassade, ou plus exactement une annexe de l'ambassade de Damas, qui est en fait un consulat, qui est le consulat de Damas, qui est attenant à l'ambassade. Ce faisant, il s'attaquait non pas seulement à une ambassade et pas seulement d'ailleurs à des généraux iraniens qui étaient en ce moment-là en visite à Damas, mais ils enfreignaient le droit international, notamment la Convention de Vienne de 1961 et la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Ça a évidemment créé une tension avec l'Iran qui ne pouvait pas accepter, et c'est d'ailleurs parfaitement légitime puisque, en termes du droit international, la souveraineté de l'Iran avait été attaquée, et l'Iran ne pouvait pas laisser sa souveraineté comme ça attaquée ouvertement. Dans un premier temps, l'Iran a cherché à avoir une condamnation politique de la part du Conseil de sécurité, de façon à ce que, si vous voulez, à sanctionner d'une certaine manière l'intervention israélienne. L'idée étant qu'une attaque comme ça ne pouvait pas commencer à devenir la norme et que si c'était impuni, les Israéliens
continueraient à violer le droit international, comme ils le font d'ailleurs. Hein. Les Israéliens, je l'ai d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises sur des sujets, notamment concernant la situation en Palestine, les Israéliens ne sont jamais vraiment embarrassés du droit international pour mettre en œuvre leur propre politique. Mais là, on était dans un contexte qui pouvait conduire à un conflit international et à l'embrasement de la région. Par conséquent, l'Iran ne pouvait pas laisser passer ça. Donc, dans un premier temps, l'Iran a cherché à avoir une condamnation de la part du Conseil de sécurité qui a été soutenue par un projet de résolution établi par la Russie, qui finalement a été balayé par les autres pays occidentaux, et le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas condamné cette intervention, l'intervention israélienne sur Damas. Et par conséquent, l'Iran a dit qu'il allait faire une réponse, et il a adressé c'est l'ambassade de la mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies à New York qui a adressé un courrier au secrétaire général des Nations Unies pour préciser que, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas eu de condamnation, l'Iran se trouvait dans l'obligation de réagir, j'allais dire physiquement ou militairement, si vous préférez. Et c'est ce qui a été fait. Mais pour le faire, les Iraniens était en fait un peu sur la corde raide parce que, comme je l'ai dit, le fait de frapper Israël pouvait déclencher naturellement une réaction d'Israël, mais pouvait également déclencher une réaction des États-Unis qui soit une frappe sur le territoire iranien, ou des frappes sur le territoire iranien. Par conséquent, les Iraniens ont en fait pris leurs précautions, ce que certains ont d'ailleurs qualifié de opération théâtrale ou d'une comédie jouée par les Iraniens, est en fait un jeu diplomatique assez étroit qui a été mené par les Iraniens avec deux objectifs. Donc, par l'entremise du sultanat d'Oman, les Iraniens ont pris langue avec les Américains pour deux objectifs. L'un était de préciser aux Américains qu'ils n'avaient pas l'intention de déclencher une guerre totale contre Israël, mais simplement marquer leur désaccord avec ce qui s'était passé à Damas et finalement apporter une réponse mesurée à ce qui avait été fait. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, deuxièmement, pour s'assurer que les Américains n'interviendraient pas dans ce conflit. C'est les deux points qui ont été faits. Et ça a pris une dizaine de jours pour de navettes, si je peux dire, entre les différents partenaires, parce que les Américains et les Iraniens ne se parlent pas directement, donc ça passe par l'entremise de l'Iran, parfois peut-être de la Suisse, qui est le mandataire officiel, si j'ose dire, pour les relations diplomatiques entre les deux pays. Après avoir obtenu les assurances nécessaires, l'Iran a planifié son opération, qui était l'opération Promesse sincère, que l'on a vu se dérouler dans la nuit du 13 au 14 avril. Alors, c'est une opération je pense que c'est une opération assez magistrale à plusieurs titres. D'abord, c'est la première opération que l'on observe entre deux pays qui ont tous deux des capacités de frappe équivalentes, si vous voulez. Jusqu'à présent, et ces 30 dernières années, on a eu des exemples de guerres dans la région, mais qui étaient des guerres entre un pays occidental, surpuissant et surarmé, contre des pays qui étaient manifestement, ou des entités, parce que des groupes révolutionnaires, des choses comme ça, qui étaient beaucoup moins bien armés. Tandis que là, on a deux adversaires qui sont à puissance équivalente, pourrait-on dire. Donc c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Ensuite, c'est la première fois qu'un pays déclenche une opération contre Israël presque dans l'histoire, on pourrait dire. Même si, en 1973,
les pays arabes avaient également lancé une opération contre Israël, mais elle était dans un contexte un peu différent puisqu'il s'agissait de récupérer des territoires que Israël avait pris indûment en 1967 et qu'Israël avait refusé de rendre ou de restituer malgré les différentes résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 242 des Nations Unies. Donc là, on a pour la première fois un pays qui décide de répliquer à une attaque israélienne directement contre Israël. Donc cette opération était délicate parce qu'il fallait faire suffisamment pour qu'il y ait un message politique qui soit associé à ça, mais pas trop pour que ça ne déclenche pas une guerre dans la région. Les Iraniens ont fait une opération qui avait l'objectif, si vous voulez, d'abord de rétablir leur souveraineté, et ça c'était l'objectif stratégique, c'est de marquer la ligne rouge, si vous voulez, on ne touche pas à notre souveraineté, et puis en termes opératifs, il s'agissait de toucher 3 ou 4 objectifs militaires qui étaient impliqués dans la répression assez brutale d'Israël contre la bande de Gaza. Et c'est les 3 ou 4 objectifs. Je dis 3 ou 4 parce que, comme j'expliquerai tout à l'heure, il y a des objectifs qui sont pas tout à fait clairs. Mais bref, j'y reviendrai. Donc, les objectifs clairs, c'est la base aérienne de Nevatim, qui est la principale base du secteur sud d'Israël, à partir de laquelle d'ailleurs les opérations militaires, les opérations aériennes contre Gaza sont lancées, notamment c'est la base où sont stationnés les F-35, ces chasseurs de dernière génération israéliens. Ensuite, les Iraniens ont ciblé la base aérienne de Mitzé Ramon, qui se trouve un peu plus au sud que la base de Nevatim, qui se trouve à la frontière du désert du Negev, et qui est une base aérienne qui a été visée probablement non pas pour sa composante base aérienne, mais qui a probablement été visée plutôt pour sa composante de renseignement électronique. À vrai dire, c'est dans la base de Mitzé Ramon que vous avez le quartier général du renseignement aérien pour le secteur sud d'Israël, et c'est donc ce renseignement qui est responsable de la zone de Gaza également. Et c'est probablement pour cette raison que cette base a été touchée. Le but n'étant pas de détruire ces bases, mais de montrer qu'on pouvait les atteindre. Et le 3e et 4e objectif, alors c'est là où ça devient un peu compliqué. Il semble que les Iraniens aient ciblé certainement la base de renseignement électronique du mont Hermon, ou Jabal al-Sheikh, pour la terminologie arabe de ce lieu, qui est au nord du Golan occupé et qui est une des principales bases de renseignement électronique israéliennes qui permettent de surveiller toutes les activités électroniques du sud Liban et du sud de la Syrie, et probablement même un peu au-delà, en tout cas jusqu'à Damas. Par conséquent, c'est un emplacement stratégique pour Israël. Mais il semblerait, de nouveau, il y a eu différents bruits, et pour ça qu'il y a on n'est pas très au clair, enfin je ne suis pas totalement au clair, même si le mont Hermon a été touché, il est possible qu'il y ait eu également une frappe contre le mont Meron, qui est un peu à l'ouest du Golan, et qui est l'équivalent de Mitzé Ramon au sud, qui est le renseignement électronique des forces aériennes israéliennes au nord du pays, et qui permet de guider les opérations aériennes contre le sud Liban et notamment contre le Hezbollah. On a évoqué également, mais
je n'en ai pas eu de confirmation, une attaque contre le quartier général du renseignement israélien, du renseignement des forces aériennes israéliennes, près de Tel Aviv, mais je n'ai pas eu de confirmation de ça. Est-ce que ça a été fait? Je n'en sais rien. Donc voilà les objectifs. Les Iraniens avaient donc pour volonté de montrer leur détermination à le faire, et puis de montrer leur capacité à le faire. Alors, pour démontrer leur capacité, les Iraniens ont très bien compris qu'ils faisaient face à un pays qui s'est très bien doté en systèmes antimissiles et anti-aériens. Et vous avez en gros un système, le système de protection aérienne israélien, sans entrer dans tous les détails, est en gros composé de 4 couches, si vous voulez. Vous avez la couche de base qui est ce qu'on appelle le dôme de fer, dont on entend souvent parler lorsque on a les attaques de roquettes qui viennent des mouvements palestiniens, principalement de la bande de Gaza, mais également de Cisjordanie, qui est un système de protection anti-missiles ou anti-roquettes pour les basses altitudes. Ensuite, vous avez un deuxième niveau, une deuxième couche, si vous voulez, de défense, qui est composée de ce qu'on appelle la fronde de David, qui est un système qui va un peu plus loin et un peu plus haut que le dôme de fer, qui est un système qui n'est pas totalement terminé, mais qui est opérationnel et qui permet de défendre surtout contre, par exemple, des missiles de croisière. Et puis vous avez une troisième et quatrième couche qui sont un peu liées parce que c'est le système Arrow, le système flèche, 2 pour la couche inférieure et 3 pour la couche supérieure, qui est un système de défense un peu plus sophistiqué que les autres, qui permet d'intercepter des missiles balistiques. Donc, pour montrer leur détermination et leur capacité, les Iraniens devaient franchir ces 4 couches, en quelque sorte. Alors, pour le faire, ils ont pris le parti d'attaquer les 4 couches en même temps. Et pour ce faire, ils ont envoyé des drones, les Shahed 136, qui sont des drones qui avancent à relativement petite vitesse, à 200 km/h. Ensuite, ils ont envoyé des missiles de croisière qui sont un peu plus rapides, qui avancent à une vitesse de 600-700 km/h environ. Et puis, finalement, des missiles balistiques qui, eux, sont beaucoup plus rapides et font le trajet. Donc, il faut savoir qu'entre l'Iran et Israël, il y a une distance d'environ 1300 km, 1400 km à peu près. Et donc, que les drones, par exemple, ils faisaient environ 6 heures pour faire le chemin. Les missiles de croisière faisaient quelque chose comme 2 heures, entre 2 et 3 heures. Et puis les missiles balistiques en 12 minutes. Donc, le lancement de ces objets s'est fait de manière échelonnée, de façon à ce que tous arrivent presque simultanément dans une fenêtre d'environ 30 minutes au-dessus d'Israël. Et pourquoi ça? Eh bien, dans le but de saturer les défenses israéliennes qui, du coup, devaient s'attaquer à tous ces objectifs simultanément et envoyer pratiquement tous ces missiles ensemble, ce qui est un problème complexe pour les systèmes de conduite de tir, parce que le système de conduite de tir va éviter de tirer, par exemple, 2 missiles sur la même cible. Donc, il doit être capable de discriminer les différentes cibles qui arrivent, d'attribuer à chaque missile un objectif particulier, et en amenant tous les missiles en même temps, on avait toutes les chances que le système de défense antiaérien, ces 4 couches, soit saturé. Alors, les matériels qui ont été envoyés par l'Iran, ils sont tous partis de la partie occidentale de l'Iran, à l'ouest d'une ligne qui est entre, grosso modo, Téhéran, Isfahan et Shiraz. Voilà. Et donc, c'est vraiment l'ouest du pays. Et tous ces matériels sont des matériels qu'on pourrait qualifier d'obsolètes, pratiquement. À l'exception d'un tout petit nombre de missiles balistiques, et c'est important de le dire parce que la plupart des appareils que j'ai évoqués tout à l'heure
sont des appareils qui étaient destinés à être interceptés. Mais il y en avait quelques-uns qui devaient passer à travers les mailles du filet, et ça, c'était les quelques missiles les plus performants dont disposait Israël. Les missiles de croisière étaient des missiles pavés 4, qui sont facilement détectables et qu'on peut facilement détruire. Les missiles balistiques qui ont été envoyés étaient des missiles Radr, qui eux aussi sont de vieille génération. Mais les missiles qui devaient pénétrer étaient des missiles IMAD ou Shekan, qui étaient finalement pratiquement, c'est pas les plus modernes, mais ça fait partie des plus modernes, qui ont la capacité d'envoyer, en phase terminale, ils envoient une ogive qui, elle, est capable de se diriger, de se faufiler, si vous voulez, dans la défense israélienne. Et on le voit très bien. On pourra mettre peut-être en annexe de cette vidéo des extraits de ce qui a été pris lors de l'attaque, et on voit très bien que vous avez en phase terminale l'ogive iranienne qui fait des crochets de façon à éviter d'être intercepté par des missiles. C'est très subtil, et ça a permis comme ça d'atteindre les 3 ou 4 objectifs qui ont été déterminés par les Iraniens. Alors, c'est intéressant parce que dans l'appréciation israélienne et occidentale, on a dit finalement c'est un échec iranien parce que les missiles ou les engins envoyés par l'Iran ont été interceptés à 99%. Mais en réalité, c'était prévu. Les Iraniens avaient prévu que ce soit intercepté comme ça. Les Iraniens, eux, ont dit 50% des missiles qui devaient atteindre les objectifs ont atteint leur objectif. Et de fait, ils parlaient de la vingtaine de ces missiles que j'ai évoqués tout à l'heure, de génération plus récente, missiles balistiques, qui devaient pénétrer les 4 couches de défense antiaérienne pour toucher l'objectif. Et on sait que les objectifs touchés, et on a une relativement bonne idée du nombre d'objectifs, de missiles qui ont touché leurs objectifs. D'ailleurs, si ça avait été 99%, si on faisait le calcul, eh bien, ça voudrait dire que les Iraniens auraient lancé plus de 1000 engins volants. Donc, le chiffre de 99% est clairement exagéré. D'ailleurs, il a été révisé à la base par les Israéliens. Je crois que le chiffre officiel aujourd'hui de la part des Israéliens, c'est 84%. De toucher, si vous voulez, d'engins volants abattus. Alors, ce qui est important également de dire, c'est que ces 84% d'objets abattus l'ont été pas seulement par les Israéliens, mais l'ont été d'ailleurs en plus grande partie par les Américains. Les Américains voulaient éviter qu'Israël soit trop touché pour éviter qu'Israël ensuite riposte de manière trop brutale. Donc ils sont intervenus, si vous voulez, non pas contre l'Iran, mais pour détruire ou aider Israël à détruire les missiles qui arrivaient. Et les chiffres apparemment montrent que les États-Unis ont abattu plus de missiles qu'Israël. Alors, on peut en tirer la conclusion suivante, c'est que d'abord, les Iraniens, lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient 50% de touchés, nos médias les ont traités de menteurs. En réalité, les Iraniens n'ont pas menti. C'est bien 50%, mais des missiles qui étaient prévus pour aller toucher les objectifs. Le reste étant prévu d'être détruit. Et c'est un succès iranien parce qu'ils ont touché les objectifs qu'ils voulaient atteindre. Et par ailleurs, ils ont montré la faiblesse structurelle des Israéliens. Parce que les Israéliens ont, finalement, dans cette affaire, ont épuisé une grande partie de leur défense antiaérienne, et même à telle enseigne qu'il a fallu que les Américains les aident. Les Iraniens, ont mis en évidence la faiblesse des Israéliens, et je pense que ça, c'est la leçon stratégique qu'il faut en tirer. Parce que les Israéliens, maintenant, savent qu'ils ne peuvent plus compter exclusivement
sur leur système de défense aérienne pour se protéger, et que si les Iraniens avaient vraiment lancé des missiles des générations les plus récentes, avaient vraiment voulu écraser Israël sous les missiles, ils auraient pu le faire. Donc cette réponse mesurée de l'Iran fait très bien passer le message, et je pense quant à moi que c'est une opération qui a été menée de manière extrêmement intelligente, de manière extrêmement subtile, qui n'a pas coûté une seule vie humaine et qui a fait passer le message. Donc on est dans une capacité à la fois stratégique et opérative qui est de très loin supérieure à ce que les Israéliens peuvent faire. Et je pense aussi dans l'intention, les Iraniens ont réussi à montrer qu'on était capable de faire passer un message sans toucher de vie humaine. Et je pense que ça, c'est des éléments importants. Voilà, on est dans une situation où manifestement l'Iran a eu l'avantage, et c'est ce qui a conduit d'ailleurs les Israéliens à riposter. Pendant plusieurs jours, on s'est posé la question comment les Israéliens allaient riposter, et les Américains apparemment sont intervenus pour demander à Israël de réduire un petit peu la voilure. Et je pense que les Américains ont fait en sorte qu'il y ait une riposte, mais que ce soit une riposte si faible qu'en fait, ça donne simplement le sentiment aux Israéliens d'avoir eu le dernier mot, mais qu'il n'y a pas eu d'effet sur le terrain. Et de fait, on a eu 2 attaques finalement qui étaient menées sur l'Iran. Une première attaque qui était menée par des drones et dont on n'a pas vraiment su définir l'origine. Et certains ont évoqué l'hypothèse que les Américains auraient, avec des milices qui sont à leur solde, pourrait-on dire, ils ont fait une attaque de drones qui pouvait facilement être interceptée en Iran, dans la région d'Isfahan, mais pour en sorte donner une réponse qui évite qu'Israël réponde lui-même. Voilà, c'est une des hypothèses. Parce que personne n'explique vraiment l'origine de ces drones. Il semble néanmoins qu'Israël ait lancé un ou plusieurs missiles, des missiles Blue Sparrow contre l'Iran, mais on a retrouvé, il n'y a apparemment pas eu d'explosion en Iran, donc pas eu de dommages observés en Iran, et on a observé des restes de ces missiles sur territoire irakien. Donc il semblerait que ces missiles aient été interceptés par la défense iranienne. Donc, on a d'une certaine manière, Israël a bien eu le dernier mot, et c'est probablement ce qu'Israël cherchait à faire, mais il n'a pas eu de succès. Donc, on est sur une situation où l'opération iranienne est une opération qui est, on pourrait dire, un succès sur toute la ligne, et qu'Israël, là, reste avec une image qui montre que malgré l'agressivité dont l'État israélien qu'il déploie, il reste très vulnérable et qu'il pourrait être détruit relativement facilement si ses voisins voulaient le faire. Donc je pense que là il y a un message, j'espère que les Israéliens le constatent. Alors maintenant, parallèlement à ça, à cette opération iranienne, il y a eu d'autres actions qui se sont déroulées, et notamment des actions du Hezbollah dans la partie nord du pays. C'est pour ça qu'il est difficile de savoir quel objectif a été touché par qui, et je parlais notamment de la base de Méron, ce quartier général du renseignement aérien israélien dans le nord du pays. Méron est une base qui a déjà été ciblée par le Hezbollah à la fin de l'année passée,
et qui est un centre de renseignement important pour les opérations aériennes israéliennes. Et c'est d'ailleurs ces attaques du Hezbollah contre plusieurs avant-postes ou postes israéliens comme au nord d'Israël montrent que le Hezbollah lui-même n'a plus non plus peur d'affronter directement Israël. Et on a plusieurs images de missiles, c'est souvent d'ailleurs des missiles dérivés de missiles anti-chars qui sont tirés par des drones contre des installations israéliennes avec des effets quand même assez importants et qui montrent qu'Israël n'a plus la dominance ou la capacité de dominance dans cette région. La logique voudrait que cette situation conduise Israël à avoir une attitude plus conciliante et qu'il se retire une fois pour toutes du Liban, puisque je rappelle que la rivalité, ou plutôt les tensions qu'il y a entre le Hezbollah et Israël, c'est pas que le Hezbollah veut envahir Israël, c'est que le Hezbollah a dit sa raison d'être était la présence israélienne dans le sud du Liban. Or, contrairement à ce que disent nos soi-disant experts, notamment sur les médias français, Israël n'a pas quitté totalement le sud du Liban. Il a fait un retrait important en 2005, enfin en 2005, il y a eu un retrait échelonné, mais il ne s'est jamais totalement retiré. Il reste plusieurs portions de territoire libanais qui sont toujours occupées par Israël, qu'Israël considère pour des raisons davantage opératifs d'ailleurs, parce que les frontières les arrangent mieux pour pouvoir surveiller ce qui se passe au sud du Liban. Donc ils ont décrété que la frontière était celle que eux avaient définie, mais ça ne correspond pas à la frontière légale, si j'ose dire, du Liban. Par conséquent, les Israéliens occupent toujours une partie de ce territoire, et c'est la raison d'être du Hezbollah. Et le Hezbollah continuera à frapper Israël tant que Israël n'aura pas restitué les territoires qu'il doit restituer, au terme d'ailleurs du droit international, puisque c'est de nouveau des résolutions qui demandaient à Israël de restituer l'ensemble de ses territoires au Liban. Donc voilà un petit peu la situation. Donc on a eu cette attaque iranienne et dont on pourrait également mettre en annexe, ou plutôt incrusté peut-être dans cette interview, on va voir si c'est possible, un court passage qui montre que la défense israélienne a été saturée et qu'à un moment donné, elle n'était plus en mesure de répondre aux missiles balistiques. Et on voit que les missiles balistiques traversent sans aucune interférence des missiles israéliens vers les objectifs. Donc les Iraniens ont vraiment montré leur capacité de franchir les 4 couches de défense israélienne, et ont montré la faiblesse inhérente, si vous voulez, d'Israël dans ce contexte. Donc, voilà ce qu'on peut dire de cette opération. Est-ce que vous pensez que cette situation pourrait déboucher sur une guerre nucléaire au Moyen-Orient? Alors, je ne pense pas, mais ça pourrait quand même avoir des incidences dans le cadre nucléaire. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'Iran a eu cette idée au début des années 2000 que la possession d'armes nucléaires pouvait prévenir une intervention américaine de la même nature que celle qui avait été en Irak, avec l'idée que si les Irakiens avaient eu effectivement des armes de destruction massive, probablement les Américains ne seraient pas intervenus. Mais comme je l'ai dit aussi, les Iraniens ont abandonné cette idée. Ils ont un programme nucléaire qui est civil, qui est de nature civile, et qui a été reconnu comme tel. C'est la raison pour laquelle les Occidentaux, ils avaient signé cet accord avec le JCPOA, avec Israël, avec l'Iran. Et puis, après avoir constaté que l'Iran était
en accord avec ce traité. Ils avaient voulu assouplir leurs sanctions, sur quoi Trump s'était retiré de ce traité. Et puis, en fait, avait fait une pression sur les autres partenaires européens ou occidentaux de ce traité pour qu'ils ne lèvent pas les sanctions. Donc, l'Iran a montré qu'il remplissait les conditions d'un nucléaire civil, mais il n'a pas eu le fruit de cet engagement. Et les sanctions qui lui avaient été appliquées sont restées appliquées. Donc les Occidentaux, une fois de plus, n'ont pas respecté leurs paroles. Là-dessus, les Iraniens ont développé leur capacité d'enrichissement, qui reste d'ailleurs dans les normes civiles, parce que les Iraniens ont une capacité d'enrichissement d'uranium qui leur permet de vendre cet uranium à des pays qui utilisent l'uranium à des fins civiles, et les Iraniens l'utilisent aussi pour produire de l'énergie. Donc voilà un petit peu la situation. Maintenant, le fait que ces derniers mois, depuis le début octobre, avec l'intervention palestinienne, soit les Américains, soit les Iraniens ont eu une rhétorique assez virulente à l'égard de l'Iran et ont menacé d'intervenir en Iran, ce qui expliquait la prudence de l'Iran dans la conception de leur opération Promesse sincère. Dans la foulée de cette opération, les Iraniens se sont dit peut-être que l'idée de revenir à une arme nucléaire, ce n'était pas une mauvaise idée. Et on a vu ces dernières semaines des contacts entre l'Iran et le Pakistan, mais aussi entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Et je ne connais pas la teneur des discussions qui ont eu lieu entre l'Iran, respectivement l'Arabie saoudite et le Pakistan. On sait que le Pakistan est un pays qui possède l'arme nucléaire. Je ne connais pas la teneur de ces discussions. Certains ont évoqué que ça pouvait être dans le but d'acquérir une arme nucléaire. Je n'en sais rien, c'est possible. Et il faut bien qu'à terme, les Occidentaux comprennent qu'Israël est le pays de la région qui a finalement attaqué ses voisins. C'est le pays qui a pu le faire parce qu'il avait une capacité de dissuasion nucléaire. Et on pourrait s'attendre assez logiquement que les autres pays de la région, finalement, suivent le même chemin et se disent « il nous faut une capacité nucléaire ». Et c'est d'autant plus vrai, ou peut-être d'autant plus nécessaire, que les Occidentaux ont démontré dans toute cette crise, on peut même dire depuis d'ailleurs le début de l'opération palestinienne, une incapacité à maîtriser la réponse israélienne. Et on a vu d'ailleurs cette réponse extrêmement brutale contre la population de Gaza qui a donné lieu à l'accusation de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, qui montre que d'un avis généralement admis, la réponse israélienne a été plus brutale que nécessaire. Mais on constate que les Occidentaux ont été incapables d'inciter Israël à la modération. Et que par conséquent, les Occidentaux n'ont, même s'ils avaient la volonté d'avoir un rôle modérateur dans cette région, ils ne pourraient pas l'avoir parce que tout simplement, leur voix n'est plus audible. Même les Américains, d'ailleurs, ont de la peine à se faire entendre des Israéliens. Et on a vu Biden, alors c'est vrai que Biden joue un peu le chaud et le froid. D'un côté, il donne des armes, de l'autre, il demande à Israël de modérer son action contre Gaza. Et les Israéliens lui disent que c'est pas aux États-Unis de définir la politique israélienne, ce que je peux concevoir d'ailleurs comme réponse d'ailleurs. Le problème, c'est que le leadership israélien n'a pas la sagesse de voir où sont ses limites. Ça, c'est un peu le problème. Mais on remarque que ni les Américains, et surtout pas d'ailleurs les Européens, n'ont la capacité d'infléchir les décisions de part et d'autre. Par conséquent, l'idée
d'acquérir l'arme nucléaire devient finalement une parade presque logique dans cette situation. Parce que si personne n'est capable de modérer Israël et qu'Israël est prêt à entrer dans une guerre qui est... Parce qu'on voit que la stratégie israélienne à l'égard des Palestiniens, au-delà de son côté brutal, est une stratégie qui est presque suicidaire à terme. Et par conséquent, on n'est plus dans une conduite rationnelle. Et de nouveau, à la lueur de ce qu'ont fait les Iraniens, on voit une approche très différente de la conduite israélienne et de la conduite iranienne. D'un côté, les Iraniens qui appliquent de manière extrêmement précise une opération très ciblée, très calibrée pour les objectifs qu'ils ont clairement fixés. Et de l'autre, on a en Israël des objectifs qui sont formulés de manière hâtive et sans grande réflexion d'ailleurs, et qui se traduisent d'ailleurs par une action un peu débridée qui va un peu dans tous les sens, sans qu'il y ait un focus sur les objectifs. Donc on a effectivement, on peut avoir la crainte légitime d'un Israël qui finalement déborde, ne connaisse plus ses limites, et qu'il faut donc que quelqu'un ait la capacité d'avoir une capacité de riposte suffisante pour qu'Israël commence à mesurer les limites dans lesquelles il mène son action. Et donc, il serait logique, si vous voulez, que soit l'Arabie Saoudite, soit l'Iran essaye aujourd'hui d'aller chercher le nucléaire. Mais ça veut dire qu'on est dans les mois et probablement les années à venir, on n'est pas encore dans le cas de figure d'un conflit nucléaire au Moyen-Orient. Mais à terme, on pourrait avoir cette menace qui devienne un vrai risque si l'Occident ne parvient pas à avoir une capacité à résoudre les problèmes de manière diplomatique et non pas simplement en laissant les gens utiliser la force, comme c'est le cas maintenant. Est-ce que vous pensez que l'Iran veut la destruction d'Israël? Non, l'Iran ne veut pas la destruction d'Israël. C'est une légende ou un mythe qui est sorti avec une déclaration de M. Ahmadinejad en 2005, si ma mémoire est bonne, où il avait déclaré qu'il fallait tourner la page du gouvernement israélien de l'époque. Ce qu'il disait, c'est qu'on ne pouvait en substance pas continuer à avoir des relations avec Israël, avec ce gouvernement, et qu'il fallait que ce gouvernement change. Le problème est que, en réalité, c'est l'agence de presse officielle iranienne qui a mal traduit le texte iranien originel. C'est un discours qui avait été prononcé par Ahmadinejad, maintenant de mémoire, devant un ensemble dans une université. Et la traduction en anglais a été différente parce qu'il a, au lieu de dire qu'il fallait changer de gouvernement ou enlever ce gouvernement, la traduction a été qu'il faut supprimer le pays. Alors évidemment, ça a été un tollé dans les chancelleries et dans les médias occidentaux, et on y a vu effectivement l'idée d'un Iran qui voulait se débarrasser d'Israël, etc., etc. L'agence de presse iranienne a par la suite essayé de récupérer le truc avec une traduction plus fidèle du texte original, mais la mauvaise information avait été lancée et par conséquent on en était là. Mais en réalité, l'Iran et Israël sont deux pays, d'abord, il suffit de regarder la carte pour voir que ce sont deux pays qui ne se touchent pas, qui n'ont pas de différends géographiques, qui pourraient tout au plus avoir un différend idéologique, mais vu la distance, on est à plus de 1000 kilomètres, on ne voit pas très bien qu'est-ce que l'Iran pourrait gagner à détruire Israël. Donc l'idée que l'Iran s'obstine à vouloir détruire Israël est une absurdité. D'autre part, on s'aperçoit, et on s'aperçoit d'ailleurs depuis des années, parce qu'il ne faut pas oublier dans toute cette équation qu'Israël, depuis de nombreuses années, mène
ou parraine des actes terroristes en Iran, n'est-ce pas? On a eu de nombreux assassinats d'ingénieurs, ingénieurs nucléaires et d'autres scientifiques en Iran qui ont été patronnés par les Israéliens, de leur aveu d'ailleurs. Donc on aurait des motifs de la part des Iraniens de réagir contre ces actions-là par des opérations plus musclées. Or, on s'aperçoit que les Iraniens ont une forme de résilience qui les a conduits à voir quel était l'intérêt national et puis à finalement se limiter à des déclarations politiques, mais ne pas entrer dans la logique de violence qu'Israël avait lancée. Donc, on voit bien que l'Iran n'est pas intéressé à détruire Israël, il n'a même pas de raison ou de motif pour le faire. Vous voyez, il y aurait plus de raisons de la part de l'Iran de s'attaquer à l'Arabie Saoudite. Mais même là, d'ailleurs, on a vu l'année passée que les Saoudiens et les Iraniens, d'ailleurs à la faveur, un terme, je ne sais pas si c'est le terme qui est le mieux choisi, mais à l'occasion du conflit en Ukraine, où on a vu ce resserrement des États ce qu'on appelle le Sud global, ou du reste du monde, comme d'autres l'appellent, mais on voit ce resserrement qui a fait que les pays non occidentaux ont commencé à voir que les occidentaux étaient un problème et par conséquent, il fallait commencer à se serrer les coudes entre eux. Et on a vu à cette occasion l'Iran et l'Arabie Saoudite se serrer la main. Donc on voit que l'idée que l'Iran soit un fauteur de troubles dans la région, on ne le perçoit pas très bien. Au contraire, l'Iran s'attache plutôt à regagner sa place dans l'espace moyen-oriental. On a vu aussi les gestes de la communauté islamique de réintégrer la Syrie, qui est un pays chiite et un grand allié de l'Iran au sein de la Ligue arabe. Donc on voit que on est plutôt dans une atmosphère d'apaisement qu'une atmosphère d'écrasement. Par conséquent, l'idée que l'Iran chercherait à détruire Israël est plutôt quelque chose qui est promu en Occident et en Israël parce que on a un peu le sentiment et on le voit particulièrement maintenant d'ailleurs, que pour Israël, avoir un ennemi clairement identifié, très méchant et très dangereux, est une manière d'avoir une forme d'unité nationale. Et on le voit très bien actuellement avec le gouvernement Netanyahou, qui avant même l'opération palestinienne d'octobre était déjà en proie de nombreuses contestations. Il y avait des manifestations et une répression assez dure contre la population. Et donc, on est déjà dans des gouvernements qui sont de moins en moins tolérés par la population. Alors, évidemment, la situation palestinienne a un peu relancé l'animosité populaire israélienne contre les Palestiniens. Ça, c'est une chose. Mais je pense qu'à terme, la population israélienne préférerait qu'on trouve une solution à la question palestinienne et une solution qui ne serait pas nécessairement d'ailleurs une solution militaire. C'est mon sentiment. Peut-être que je me trompe, mais c'est un peu mon sentiment. Et par conséquent, on ne voit pas très bien dans ce contexte-là quel jeu pourrait jouer l'Iran. L'Iran est un pays qui est un peu le seul lien, si vous voulez, qui est entre l'Iran et Israël, c'est finalement le Hezbollah. C'est la minorité chiite du sud Liban. Et là aussi, d'ailleurs, cet antagonisme qu'on a entre Israël et le Hezbollah est un antagonisme qui a été fabriqué pratiquement de toutes pièces par Israël, parce que en 1982, lorsque les Israéliens
sont intervenus au sud Liban pour lutter contre l'OLP à l'époque, parce que je rappelle que le Liban était un des pays qui avait reçu le plus de réfugiés palestiniens, que ces réfugiés palestiniens, eh bien, ils avaient des organisations de résistance qui menaient des actions transfrontalières contre Israël. Et c'est pour en finir avec ces opérations de commando à travers la frontière qu'Israël a attaqué le Liban, qui n'était pas en mesure d'ailleurs de maîtriser ces milices palestiniennes, parce qu'on avait plus d'1 million de réfugiés palestiniens, donc c'est énorme par rapport à la population du Liban. Et le Liban n'avait pas la force de faire ça, donc Israël a attaqué, et ils sont allés jusqu'à Beyrouth, où l'OLP avait son quartier général, en 1982. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette population palestinienne, qui, de manière accessoire, est sunnique, je dis accessoire parce que c'est pas l'élément religieux qui a joué, mais c'est l'élément que cette présence de réfugiés massive dans une région finalement très petite a déséquilibré toute la vie à la fois sociale, économique du Sud-Liban. Et quand les Israéliens sont entrés au Sud-Liban, ils ont été accueillis pratiquement en libérateurs par les chiites, en réalité. Et les chiites voyaient plutôt d'un bon œil le ménage que l'armée israélienne allait faire pour chasser les Palestiniens qui s'étaient implantés sans que la population du Sud-Liban ait eu son mot à dire. Le problème avec les Israéliens, au lieu d'exploiter cette alliance de facto avec la population chiite, eh bien, ils ont commencé à tirer sur les chiites comme ils tiraient sur les Palestiniens. Ils ont vu ça, c'était arabe, pof. Et donc, ils se sont très rapidement antagonisé la population chiite, qui a commencé, elle aussi, à faire des mouvements de résistance contre l'armée israélienne, alors qu'au départ, ils étaient plutôt favorables à cette arrivée. Donc là aussi, les Israéliens n'ont absolument pas compris, et ça c'est d'ailleurs un peu le problème des Israéliens dans cette région. Je vous rappelle que les Israéliens, ils ont beau dire qu'ils étaient les habitants de cette région il y a 2000 ans, toujours est-il que ceux qui sont aujourd'hui là sont des gens qui n'ont rien à voir avec cette région, qui n'en comprennent absolument pas la mentalité, qui sont finalement des Européens et qui réagissent comme des Européens aux événements. C'est-à-dire sans essayer de comprendre, mais uniquement en appliquant la force. C'est exactement ce qui s'est appliqué au Sud-Liban contre les chiites. Et finalement, on est arrivé à la création du Hezbollah en 1985, et non pas 1982, comme on le place commodément en Occident, notamment en France, parce que on veut pouvoir mettre un nom sur les auteurs de l'attentat contre la base des Marines et le Drakkar, qui était la base des forces françaises en 1983, en octobre 1983. Or, en réalité, à l'époque, j'avais très bien suivi les événements, et depuis d'ailleurs ça a été confirmé, mais à l'époque, on n'a jamais su qui avait fait ces attentats. Et à vrai dire, on évoquait davantage ce qu'on appelait à l'époque le djihad islamique, qui était une organisation qui, exactement comme Al-Qaïda d'ailleurs, c'est des organisations que nous avons définies ou appelées comme ça, sans savoir réellement ce qu'elles contenaient. Donc on n'a jamais réussi, exactement comme pour Al-Qaïda d'ailleurs, on n'a jamais réussi à identifier une structure de commandement, une structure de conduite, des structures de communication, etc. Et ça a été exactement la même chose pour le djihad islamique à l'époque. Et on a évoqué plusieurs organisations d'ailleurs qui ont fait ces attentats d'octobre 1983, mais on n'a pas du tout parlé du Hezbollah. Le Hezbollah est apparu dans le vocabulaire de la région en 1985. Mais c'était très commode de mettre le Hezbollah, ça permettait de lier les chiites à l'Iran, ça permettait comme ça d'avoir une sorte un semblant de cohérence qui permettait de lutter contre tout le monde et du coup d'attribuer à l'Iran l'idée qu'ils étaient les parrains du terrorisme international. Or, le Hezbollah
est un mouvement de résistance qui s'est organisé, qui est structuré, qui a des structures très précises, qui est implanté dans le sud Liban et qui agit dans le sud Liban. Et lorsque, en Syrie, l'État islamique s'est rapproché de la frontière libanaise, notamment rapproché, on va dire, tout simplement, et notamment lorsqu'il est arrivé à la hauteur de Palmyre et qu'il menaçait également Damas, le Hezbollah, en accord avec le gouvernement syrien, a déployé des unités sur territoire syrien de façon à prévenir une avancée de l'État islamique contre le Liban. Mais à part ça, si vous voulez, le Hezbollah est vraiment une organisation qui agit de manière purement régionale et qui s'est tenue à cette politique-là. Mais c'était très commode de rendre l'Iran un peu responsable de tout. Ça permet comme ça d'appliquer des sanctions, mais on n'a jamais pu démontrer de manière significative et de manière objective, si vous voulez, que l'Iran était impliqué dans des attentats. À telle enseigne d'ailleurs que, pour vous donner un exemple, l'Union européenne a classé le Hezbollah comme mouvement terroriste à la suite d'un attentat qui avait été commis à Burgas, en Bulgarie, dans le port de Burgas. Et les Israéliens ont tout de suite dit c'est le Hezbollah, et l'Union européenne a donc dit c'est le Hezbollah, et tout de suite a pris la décision, à l'initiative de la France d'ailleurs, de nommer le Hezbollah comme mouvement terroriste à cause de ça. Et puis, il s'est avéré, au fil de l'instruction qui a été menée par le procureur général bulgare, que le Hezbollah n'était absolument pas impliqué dans cette affaire. On l'a retiré de tous les actes d'accusation possibles concernant cet attentat. Mais, vous voyez, l'Union européenne n'est pas revenue en arrière. Elle a basé sa décision sur un événement qui en fait était un non-événement, mais elle n'est pas revenue en arrière. La même chose pour la France, etc. Donc on est un petit peu dans cet esprit-là. Si vous voulez, on se cherche un ennemi, on cherche l'occasion de pouvoir déterminer un ennemi, de façon à appliquer des sanctions, mais en réalité, il n'y avait aucune substance derrière. Et c'est un petit peu ce qui décrédibilise d'ailleurs les Occidentaux dans cette affaire. Parce que l'affaire de Burgas, c'est un attentat qui a eu lieu en 2012, si ma mémoire est bonne. On voit très bien que les Occidentaux, en réalité, n'avaient aucun élément probant, fiable, objectif, solide, ce que vous voulez, pour déclarer que le Hezbollah était un mouvement terroriste. Ils ont juste ils ont dit, les Israéliens disent que c'est un attentat terroriste, donc voilà, terroriste, fini. Et puis, le problème de ça, c'est que quand on accuse un mouvement terroriste, et donc on sait les liens, parce qu'il y a des liens objectifs entre l'Iran et le Hezbollah soutient cette minorité chiite au Liban, donc ça c'est une chose absolument claire, mais ça permet comme ça de dire que l'Iran est un État terroriste, etc., etc., et on lui applique des sanctions. Donc c'est pas simplement le fait de déclarer quelque chose et de mettre un nom sur une liste, ça va au-delà de ça, parce qu'il y a tout ensuite une cascade d'événements à la fois juridiques, politiques, etc., qui affectent ce pays et les relations de ce pays, de nos relations avec ce pays, et qui finalement, sur des bases qui sont totalement fumeuses, on crée des distorsions dans les relations internationales. Alors, vous voyez, on arrive à de telles distorsions que, pour revenir à l'exemple de l'opération menée par l'Iran, les Américains étaient tellement anxieux que la riposte iranienne soit trop violente à l'égard d'Israël qu'ils ont été contraints, et ça montre jusqu'à quelle extrémité on est conduit. Ça montre. Et les Américains ont été contraints d'aller demander à la Chine, de demander à l'Iran d'avoir une riposte modérée par rapport à l'intervention iranienne. Mais par ailleurs, aucun pays occidental n'a vraiment condamné l'attaque israélienne contre le consulat. Il y a eu des condamnations pro forma, mais qui n'ont jamais été vraiment dans la substance de la chose. Et même au Conseil de sécurité, comme on l'a dit, les Occidentaux ont refusé de condamner Israël. Donc, on a une politique qui est totalement laxiste à l'égard d'Israël, et finalement, on est contraint d'aller
demandé, surtout pour les Américains qui considèrent la Chine comme leur principal ennemi. On rappelle que dans le dernier paquet d'aide qu'ils ont voté au Congrès, les 95 milliards de dollars qu'ils ont voté pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Donc, ils financent l'opposition à Taïwan, puis en même temps, ils vont demander à la Chine de jouer le rôle de modérateur à l'égard de l'Iran. Donc, on voit bien le côté inextricable des situations dans lesquelles on se met, alors qu'en réalité, si on avait une analyse plus objective des faits, on ne serait pas réduit à ça et on aurait des relations beaucoup plus apaisées dans cette région du monde. Et en fait, on fait tout pour mettre de l'huile sur le feu. Je pense que les Israéliens ne sont pas totalement étrangers à cette affaire-là, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, les Israéliens pensent que le fait d'avoir des ennemis à l'étranger, des voisins qui sont ennemis, permet aussi de garantir l'unité nationale qui, sinon, serait peut-être pas nécessairement garantie pour tous les gouvernements en Israël. Je vous remercie, Jacques Baume. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Opération Déluge d'Al-Aqsa aux éditions Macmillan. Merci à vous. Merci.